Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. La CPI a annoncé la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il lui interdit pour l'instant de rentrer en Côte d'Ivoire. À suivre dans ce journal, notre reportage exclusif dans l'Est du Mali. Nous verrons comment le changement climatique peut impacter sur la vie quotidienne de ceux qui vivent dans le Sahel. Et dans notre page sportive, les confidences du premier médaillé d'or olympique de Côte d'Ivoire en taekwondo, Cheikh Cissé, s'investit aujourd'hui pour faire rayonner le sport dans son pays. Laurent Gbagbo va bientôt être libéré. Cette fois, c'est certain. Les juges de la Cour pénale internationale ont décidé, il y a quelques minutes, la libération sous condition de l'ancien président ivoirien et de Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes étaient jugés pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Lors de l'audience d'aujourd'hui à La Haye, la défense et l'accusation sont tombés d'accord pour que Laurent Gbagbo recouvre la liberté en attendant un éventuel procès en appel. Comme condition de leur libération, la Cour impose aux deux hommes de résider dans un État membre de la CPI et de se tenir à la disposition de la justice. Ils ne peuvent donc pas, pour l'instant, rentrer en Côte d'Ivoire. On continue avec l'Érythrée qui va bientôt assumer la présidence du processus dit de Khartoum, un mécanisme conjoint de l'Union européenne et de la Corne de l'Afrique destiné à la gestion de la migration et du trafic humain. Le choix de l'Érythrée a suscité une controverse en raison de la répression à Asmara, une répression qui pousse des milliers d'Érythréens à fuir leur pays et à tenter une traversée périlleuse de la Méditerranée. Érythrée-France, l'impossible voyage, un reportage de la Nourrizine Konkobo. Survivre à tout prix ou le sort de ces clandestins qui ont fui l'Érythrée. Des jeunes qui ont enduré presque tous les calvaires. Manger, se réchauffer dans l'hiver, c'est loin d'être donné d'avance. Mais ils gardent l'espoir, il leur faut survivre au rude hiver de Calais. Jusqu'à 80 d'entre eux avaient fait de ce pont leur dortoir où ils grelottaient la nuit venue, loin des regards et tout oublié du reste du monde. Et jusqu'à récemment, Daniel, qui se refusait de se présenter sous son vrai nom pour protéger sa famille restée en Érythrée, Daniel dormait sous le pont. Maintenant, il a réussi à obtenir le statut de réfugié et passe désormais ses nuits plus décemment. J'étais enseignant, dit Daniel à notre reporter. J'ai été enrôlé de force dans l'armée et dans mon unité affectée au contrôle de la frontière, nous avions ordre de tirer et tuer tout Érythréen qui tentait de fuir le pays. J'ai catégoriquement objecté à cela parce que c'est contre l'humanité. L'accord historique de l'année dernière signé avec l'Éthiopie voisine a conduit à la levée des sanctions que l'ONU et l'Union européenne avaient imposées à l'Érythrée. Mais Daniel soutient. Même avec la levée des sanctions, rien ne va changer jusqu'à ce que le système change de mentalité. Sans doute, c'est la déception en Europe pour ces jeunes Érythréens qui y voyaient l'Eldorado, mais ils se disent au moins en sécurité ici en Europe. Le reste de l'actualité en bref et en images. Les gardes-côtes italiens ont bloqué le navire humanitaire Sirochrui dans le port de Catane en Sicile. Le navire est arrivé la veille avec 47 migrants secourus au large de la Libye. Les autorités italiennes annoncent que le navire humanitaire restera bloqué tant que des non-conformités ne seront pas résolues. L'ONG dénonce un prétexte technique pour arrêter les opérations de secours en mer. La hache de guerre est encore loin d'être enterrée entre les États-Unis et la Chine, mais après des discussions à Washington, Pékin a accepté d'accroître ses importations de produits américains et de coopérer davantage sous la propriété intellectuelle. L'administration Trump exige de la Chine qu'elle mette fin à des pratiques commerciales qualifiées de déloyales. L'ONU prolonge d'un an l'embargo sur les armes imposées à la Centrafrique. Le texte rédigé par la France pose une série de conditions pour parvenir à la levée de cette restriction avant la fin de l'année. Cependant, la Russie et la Chine bénéficient toujours d'exemptions qui leur permettront d'appuyer militairement la Centrafrique.
Nous allons parler climat sur le continent pour le grand angle de ce vendredi. L'une des régions les plus touchées par le réchauffement climatique est le Sahel. La BBC s'est rendue à Ménaka, dans l'est du Mali, rarement visitée par les journalistes, pour voir quel est l'impact du changement climatique sur la vie quotidienne. Le Mali face à l'urgence climatique, un récit de Raïssa Okoya. Le Sahel, ses terres arides et ses vents violents font face à un nouvel ennemi, le changement climatique. Le phénomène menace ces terres considérées comme les plus vulnérables au monde. Le Mali se bat sur de nombreux fronts. Les forces de l'ONU sont sur le terrain pour ce qui est considéré comme leur mission la plus dangereuse au monde, car souvent attaquée par des groupes extrémistes, dont Al-Qaïda et l'État islamique. Bouya El-Barka, un agriculteur de 63 ans, a tout vu. Un pays d'extrême, aujourd'hui en proie à la sécheresse, mais aussi aux inondations. L'été dernier, il a plu à en ravager l'ensemble de ses récoltes. Sa maison, inondée d'eau, s'est remplie de fissures après une explosion à proximité. Alors quel est le plus grand ennemi maintenant? Est-ce le conflit ou le climat? Le conflit et le climat. Tous les problèmes ici. Mali, il y a tous les problèmes qui sortent. Il y a tous les problèmes du Mali. Il y a des familles qui n'aiment même pas pour nous dénourrir. Bouya a 10 enfants à nourrir. Ils vivent une vie bien trop précaire, chaque génération étant plus fragile que la précédente. Ces garçons ont même été obligés de rejoindre des groupes armés. Ma famille a fui la violence. Je suis resté pour m'occuper de nos animaux, mais il n'y avait pas de puits à l'époque, rien à manger pour eux. Les animaux sont morts les uns après les autres. Je n'avais pas d'autre choix que de rejoindre un groupe armé. Voici un appel à l'aide pour le désert au Mali. Les musiciens touaregs ont souhaité la bienvenue à une délégation en visite. Le président de la Croix-Rouge qui est venu ici pour se concentrer sur ce combat. Ce n'était pas encore trop sur nos radars. Nous nous concentrions naturellement sur les armes, les acteurs armés, les conflits, peut-être le sous-développement. Mais nous ne nous étions pas encore trop intéressés à l'environnement naturel. Aujourd'hui, nous constatons que le changement climatique, le changement des régimes pluviométriques, l'évolution des moyens d'existence des populations conduit à des conflits entre les communautés. Presque tous les Maliens vivent de cette terre, de leur bétail aussi. Avec l'augmentation des températures, les ressources se raréfient. Et comme cela ne suffisait pas, les conflits s'intensifient à mesure que le temps passe dans ce coin largement oublié de notre monde. Vous connaissez sans aucun doute le Nollywood. Désormais, il faudra vous habituer aux sitcoms réalisés au Sénégal, un secteur audiovisuel en plein boom et qui crée de nombreux emplois, comme nous l'explique Tatiana Mousseau. Est-ce que ça marche? Les séries télé africaines crèvent actuellement tous les écrans. Jusqu'à présent, c'était le Nigeria qui était le leader du secteur, mais un nouveau joueur vient d'entrer en scène. Tu sais ce que ta femme a encore fait? Bonjour maman. Et sinon ça va, tu te plais au centre? Oui, ça va. Attention, Delhi, Lagos et Ouagadougou, Dakar est dans les starting blocks et veut sa part du marché des séries. Mais encore naissant, le succès de ce secteur reste difficilement quantifiable. Le baromètre que nous avons n'est pas un baromètre technique, il est un baromètre sociologique. Ça tourne. C'est la vie enregistre une audience de 100 millions de personnes à travers le monde. Parmi les raisons de ce succès, leur proximité avec le public. Le fait de regarder à la télé et de se dire que, ah oui, pour une fois c'est pas une indienne ou alors c'est pas une blanche, c'est une sénégalaise, c'est une fille noire. Mais si le public est au rendez-vous, le financement ne l'est pas forcément. C'est pas facile, du coup les dépenses sont énormes. Et pour un épisode, par exemple, si tu fais les moyens de potes et tout, ça varie entre 300 et 300 000 CFA. Les chaînes proposent des partenariats à hauteur de 50-50, mais bien souvent, les sociétés de production disent ne pas s'y retrouver financièrement. Les sitcoms et les telenovelas rapportent souvent beaucoup de publicité. Mais ça ne suffit pas pour alimenter, pour faire tenir une chaîne de télévision. Des intrigues de bureau à la polygamie en passant par le VIH-Sida, aucun sujet n'est tabou pour nos petits écrans. On retrouve Pierre-Antoine Denis depuis la rédaction. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Nicolas.
Pierre-Antoine, avant de faire le bilan des transferts et des matchs de ce week-end, partons à la rencontre des médaillés olympiques. Et oui, tout à fait. Une distinction, Nicolas, que même en essayant énormément, on ne pourra jamais avoir. Il est le premier et pour l'instant l'unique médaillé d'or olympique ivoirien. Il s'appelle Cheikh Cissé et il nous a expliqué, il nous a raconté ce moment, cette seconde où il est devenu champion olympique de taekwondo. C'était à Rio en 2016. Il en a aussi profité pour nous expliquer comment il utilise sa renommée pour faire connaître son sport en Côte d'Ivoire. C'est parti. On vient sur Terre, on a forcément une personne qui nous inspire. Donc pour moi, le mien, c'était Samuel Eto'o et voilà. Il était ma force, il était quelqu'un que j'admirais beaucoup, un bosseur surtout, c'est ça, c'est ce côté-là, un bosseur. Voilà, j'ai essayé de suivre son exemple, mais dans le taekwondo, et voilà ce que ça donne. À seulement 22 ans, Cheikh Cissé est devenu le premier taekwondoïste africain à monter sur la plus haute marche du podium olympique. Sa vie a changé en une seconde déterminante. Il y a tout un peuple qui me regarde, tout un continent qui me regarde, donc voilà. Ma philosophie, il ne faut pas se contenter de peu, donc voilà, je peux arriver, je suis à 2 doigts. Le mouvement que j'essaie de faire, c'est un mouvement à 3 points, parce que c'est un retourné, et au taekwondo, les coups de pied retournés donnent des additions. À ce moment-là, c'est le meilleur coup de pied qu'il faut essayer. Donc j'essaie 1 fois, ça ne marche pas, 2 fois, ça ne marche pas, 3 fois, ça ne marche pas. Et à 1 seconde, même pas 1 seconde, à 0,5 centième, le coup de pied marche et je suis champion olympique en 1 seconde. Aujourd'hui, il veut inspirer les générations futures à en faire autant et continuer de faire rayonner l'Afrique à travers le monde. C'est bon, allez. On essaie d'aider nos jeunes frères qui veulent devenir comme nous, en essayant d'abord de les mettre dans les conditions de travail et aussi de créer des activités pour qu'ils puissent être en jambes, tout et tout. Donc on essaie de faire l'effort. C'est aussi un exemple de vie, parti de rien du tout. Vous-même, vous voyez d'où on vient. Vous voyez d'où on vient, l'école. Avant, on s'entraînait sur le sol. Et voilà, c'était vraiment difficile. Donc voir aujourd'hui, ça permet aux enfants de rêver. Et si les enfants rêvent grâce à nous, ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, vu que nous sommes jeunes. Cheikh Cissé, un portrait réalisé par les équipes de BBC Afrique Sport. Pierre-Antoine, parlez-nous à présent des transferts et de ce qui nous attend sous les pelouses de Première Ligue ce week-end. Oui, tout à fait. On va d'abord commencer avec la déception pour Idrissa Gueye. Le milieu international sénégalais n'a pas eu son transfert souhaité au Paris Saint-Germain malgré d'intenses négociations entre Everton et le club de la capitale française. Gueye sera donc en Angleterre jusqu'à l'été prochain au moins. Par contre, transfert réussi pour Yannick Bolasie, l'international congolais, mais là à seulement 43 secondes de la date limite, c'était très juste pour Bolasie. Il espère durant ce prêt de 6 mois retrouver son niveau qu'il a du mal à récupérer après sa lourde blessure au genou. Passons au terrain maintenant, au vrai et la Première Ligue ce week-end avec un très bouillant Manchester City Arsenal dimanche soir à l'Etihad Stadium. Avantage pour les Citizens puisque les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté à 4 reprises face aux Gunners. Liverpool de son côté ira à West Ham lundi soir. Tottenham reçoit Newcastle et Manchester United se déplacera à Leicester. La course au titre et au podium fait toujours rage, Nicolas, car seulement 5 points séparent City de la tête de Liverpool, alors que par contre la 4e, 3e et 4e et 5e place, là se joue en seulement 2 petits points, Nicolas, la fin de saison se promet d'être alléchante. Merci Pierre-Antoine Denis. C'est vendredi soir et j'imagine que vous avez sûrement hâte de lever le pied après une semaine chargée et de vous distraire ou de vous reposer, sauf si vous êtes en Sierra Leone. Tous les premiers samedis, le pays se mobilise pour nettoyer les rues de la capitale Freetown. Une journée nationale du nettoyage obligatoire pour chaque citoyen qui a été mise en place en mai 2018 par le président Julius Maada Bio. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder BBC Info, notamment en RDC sur Raga TV. Bonne soirée à tous.